Je le disais, nous allons maintenant parler de sujets graves en compagnie de François-Xavier Rubin de Servance. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur du BEA Mer, le bureau d'enquête sur les événements de mer. Le micro marche, il est allumé, tout va bien. Je disais que c'est un sujet grave, alors on va tout de suite en prendre la mesure avec un petit film que je vous propose de découvrir ensemble. C'est l'histoire d'un chalutier, l'Aër Louarn.
Alors ce film est assez fort, je l'avais déjà vu, il reste fort même à la deuxième ou la troisième fois. C'est malheureusement assez révélateur des travaux du BEA. Et alors, c'est votre quotidien, ce genre de... Alors notre quotidien, pas tout à fait, mais enfin ça reflète quand même la majorité de la partie de notre travail, dans la mesure où il y a un très grand nombre d'enquêtes qui reposent sur des pertes de vie humaine. En général, quand il y a une perte de vie humaine, il y a une ouverture d'enquête par le BEA, enfin par le directeur en l'occurrence, qui a la compétence pour ouvrir une enquête. Elle reflète aussi bien, assez bien les intervenants auxquels on peut avoir affaire, puisque quand il y a un accident, il y a différentes parties qui entrent en ligne de compte. Il y a évidemment les marins eux-mêmes, la compagnie, la justice et les familles. Et donc, dans ce sens-là, on a accès à beaucoup d'interlocuteurs, y compris les assureurs, puisque dans certains cas, il y a un renflouement qui devient obligatoire, ordonné par le préfet maritime. Et donc, on a accès, on est en contact avec beaucoup d'interlocuteurs de façon assez variée. Et sans doute que les interlocuteurs les plus délicats qui sont les nôtres, ce sont les familles, puisque à la fin, quand il y a le rapport qui est émis et qui est finalisé, avant qu'il soit rendu public, dans certains cas où il y a un nombre de victimes assez nombreux, eh bien on fait une présentation aux familles à huis clos, de façon à leur expliquer ce qui s'est passé, ce qui est une partie un peu délicate de notre travail. Alors concernant notre compétence, comme vous voyez, par rapport aux statistiques que je vais vous présenter, elles n'auraient pas vraiment de sens si vous n'avez pas conscience un petit peu de notre domaine de compétences. Donc, on est compétent sur les navires civils qui battent pavillon français où qu'ils soient dans le monde. Donc, un navire lambda qui va avoir un accident en Chine, on sera compétent pour ouvrir une enquête. On est compétent sur les navires étrangers lorsqu'ils sont dans les eaux territoriales. Ça fait une vaste zone puisqu'on a la deuxième zone en océan mondial, comme ça a été rappelé par Madame la Présidente du Cluster Maritime ce matin, puisqu'il y a tout l'overseas. Et puis, on est aussi compétent sur les événements de mer où qu'ils se produisent, s'il y a un intérêt français globalement qui est en jeu ou s'il y a des ressortissants français qui peuvent avoir été impactés. C'est à ce titre, par exemple, qu'on a ouvert une enquête, on a co-ouvert une enquête au titre de parties substantiellement intéressées sur l'implosion du Titan, qui est le petit sous-marin qui est navigué au large du Canada et donc qui a implosé. Donc on fait partie de l'enquête avec nos collègues, car très fréquemment les enquêtes sont internationales, dans la mesure où vous avez un pavillon qui est impliqué, une nationalité d'équipage, un ou deux États côtiers, enfin et ainsi de suite, ce qui fait que dès qu'il y a un accident d'importance, en réalité, particulièrement dans les grands navires, eh bien on est plusieurs bureaux d'enquête qui se regroupent pour faire une enquête commune, ou du moins on tente de refaire une enquête commune. Alors on a un mot d'ordre qui est très très important, c'est le fait qu'on ne recherche pas de responsabilité. Ça appartient à la justice et on n'est absolument pas compétent là-dedans. Et donc on essaie de lisser les rapports pour éviter justement de faire porter une responsabilité à l'un ou à l'autre. Alors tout ça, on doit notre existence grâce à un certain nombre de textes internationaux, donc l'OMI en particulier, et puis il y a une directive européenne, et puis tout ça, ça a été transposé en droit français. La suivante, s'il vous plaît, ou alors c'est peut-être moi qui vais faire. Voilà, donc pour l'année passée, on a 536 accidents qu'on a répertoriés. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que 536 accidents. En réalité, en France, nous, au niveau du BEA, on reçoit de l'ordre de 10 000 événements de mer par an. Alors, d'où est-ce qu'ils nous proviennent ces notifications? Elles viennent en grande partie des CROSS, des centres de secours. Ça peut nous venir des armements, ça peut nous venir de n'importe qui, du citoyen lambda. Mais principalement, on va dire que 90% de ces notifications viennent des centres de secours et les CROSS. Et donc, on en reçoit 10 000. Sur ces 10 000, on a une espèce de grille d'analyse qui est stable depuis un certain nombre d'années. Et cette grille d'analyse, on en tire ces événements, on en extrait quelques-uns, donc 536 sur les 10 000, qui nous semblent significatifs et qui auraient pu potentiellement avoir des conséquences beaucoup plus graves.
Donc ça correspond à notre. Mais c'est une analyse subjective qui est propre au BEAMER, qui vaut ce qu'elle vaut, mais nous on pense qu'elle est assez bonne. On a 25 décès ou disparus, ce qui peut ressembler finalement pas très important par rapport à la route et ainsi de suite, mais néanmoins c'est sur une communauté maritime qui est assez réduite, et quand il y a des événements comme le Braise où vous avez 3 marins qui sont morts, des jeunes marins qui ensuite c'est finalement extrêmement repris par la presse et les médias. Sans doute à juste titre. Et puis, en nombre de personnes blessées, on en a 200. Alors, ce qu'on appelle 37 accidents très graves, c'est soit les pertes totales de navires, soit les pertes en vie humaine. Donc, vous voyez, on en a eu 37. Alors, ce qu'on peut dire dans ces statistiques, il y a aussi un élément, mais j'aurais pu en parler plus tard, c'est les pertes de contrôle. Les pertes de contrôle, c'est une perte de la machine, c'est-à-dire et c'est un phénomène qui est très important, et c'est un phénomène qui est très important aussi bien pour les navires de pêche que pour les cargos. Il y a un nombre de cargos incroyable qui tombent en panne dans nos eaux territoriales, au large de nos côtes, et quand ils sont dans les 12 000, on les enregistre. Et c'est en général, c'est assez fréquemment lorsqu'il y a un changement de combustible ou ce genre de choses. Mais ça fait partie des premières causes d'enregistrement qu'on peut faire. Alors si on regarde les évolutions des accidents au cours des dernières années, sur ces critères subjectifs mais stables du BEAMER, vous voyez, on a une courbe qui est un peu curieuse, avec une augmentation assez forte pendant le Covid, qu'on ne s'explique pas très bien. On a peut-être une explication avec peut-être des entretiens qui étaient peut-être moins bien faits à la pêche ou du fait de difficultés d'accès au chantier et ainsi de suite. Mais enfin, on a eu un petit pic pendant les années Covid. Après, on est redescendu, mais on a quand même une tendance à l'augmentation. Alors, cette tendance à l'augmentation, elle n'est pas liée tellement aux grands navires, parce qu'on a la chance d'avoir une flotte de commerce en France qui est quand même récente, avec des équipages de qualité, des compagnies de qualité, et des navires vraiment dont l'âge est assez faible. En revanche, on a une scission finalement entre les grands navires, les grandes compagnies, et puis les autres types de navigation, et en particulier les toutes petites navigations, les navigations émergentes. Je parle de navigation émergente, c'est les petits navires de transport de passagers. Quand je dis tout petits navires de transport à passagers, c'est les navires à utilisation commerciale qui transportent moins de 12, avec des brevets qui sont plus faibles, des navires qui sont plus faibles, et on constate que le risque pour le passager est infiniment supérieur quand vous allez dans un tout petit bateau comme ça, que celui que vous pouvez avoir quand vous allez sur un ferry, par exemple. Tout simplement, on peut faire un ratio, si vous voulez, du nombre d'accidents par rapport au nombre de passagers transportés. Et on voit bien que plus le navire est petit et plus le risque est important. Voilà, donc on a une espèce de scission. Et puis il y a le domaine de la pêche qui est vraiment un domaine à part, où il n'y a pas vraiment d'évolution depuis un certain nombre d'années. Et ça, c'est sans doute lié aussi à l'âge des navires de pêche. Alors quand vous regardez l'âge moyen des navires de pêche, qui représente quand même cette année, en général ça représente entre 70 et 75% des accidents, nous, qu'on enregistre, eh bien ils ont 30 ans d'âge moyen. Alors ces 30 ans d'âge moyen, c'est un facteur extrêmement influent sur l'accidentologie, parce que ce sont des navires qui ont été conçus, créés à une certaine époque avec une réglementation qui existait ou même qui n'existait pas pour certains, puisque la réglementation a été créée plus tard et elle n'est pas toujours rétroactive. Et ces navires-là ont vu leur mode d'exploitation changer, ils se sont vus alourdis, ils se sont vus modifiés pour des tas de raisons, plus de filets, de la protection pour les pêcheurs et ainsi de suite. Et au final, on constate que ça fait un certain nombre d'accidents qui est très important. Et on n'a pas de vision vraiment d'amélioration dans l'immédiat ou à court terme, parce que les navires sont d'un coût très élevé, avec un coût relativement artificiellement maintenu, du fait que leur valeur est liée principalement à leur capacité de pêche et à des règles communautaires européennes pour préserver la ressource. Voilà, donc quand on regarde ensuite sur les cargos, ensuite les navires à passagers, vous voyez à peu près ce que ça représente. Donc on a quand même une portion commerce, cargo, passagers qui est plus importante. Et dans ces secteurs-là, les accidents les plus nombreux, bon, c'est d'abord les accidents du travail, quels qu'ils soient.
les pannes moteurs qui sont très importantes, et puis les incendies. Sur les cargos, on a fait plusieurs enquêtes cette année sur des grands navires qui pourtant étaient modernes et de qualité, et c'était des incendies. Et donc c'est un facteur quand même qui correspond au niveau mondial, parce que je crois qu'au niveau mondial, quand on regarde les statistiques, l'incendie sur les navires de commerce, c'est celui qui arrive le plus élevé. Alors, le BEAMER travaille pour faire des recommandations, pour faire des analyses et comprendre ce qui s'est passé dans l'accident, et au final faire des recommandations. Alors tout ce qu'on fait est totalement public, tous les rapports sont publiés sur notre site web, la petite vidéo comme d'autres vidéos qu'on a fait plus récemment pour aider en particulier les étudiants et avoir un outil pédagogique à mettre à leur disposition. Tout ça c'est public sur une chaîne YouTube et sur le site web du BEAMER. Et là vous voyez un certain nombre de recommandations. L'année dernière on a émis une quinzaine de recommandations. Et on suit si ces recommandations ont été effectuées ou pas par la partie à laquelle nous émettons ces recommandations, puisque ce sont des recommandations, elles n'ont pas de caractère réglementaire obligatoire, elles n'ont qu'une valeur de recommandation. Et en France, c'est pas le cas partout, mais en France, la partie qui reçoit une recommandation a une obligation légale de nous répondre dans les 3 mois. Donc ça vous donne une petite idée des secteurs, de niveau de réaction. Alors il y a des fois des recommandations qui n'ont pas de suite, parce que, en particulier à la pêche ou des petits armements, une fois que l'accident a eu lieu, l'armateur renonce à l'activité. Et donc il n'y a plus finalement la partie à qui s'adresse cette recommandation n'existe plus. Tout simplement par renoncement, par choc psychologique, par choc quelconque. Mais ça donne quand même une bonne idée. Donc vous voyez que en général les armateurs au commerce suivent assez bien nos recommandations. Les armateurs à la pêche, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, tout ce qui est l'administration en charge de la sécurité des navires professionnels, vous voyez, qui est finalement parmi les meilleurs élèves. L'administration, c'est formidable. Et puis, par contre, tout ce qui est plaisance, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça vous donne une petite idée. Alors bon, nos recommandations ne sont pas forcément non plus, je veux dire, parfaites. On essaie de mettre en place des recommandations ou d'émettre des recommandations qui correspondent un peu à ce qu'on appelle la LARP, que vous connaissez certainement bien, c'est-à-dire de faire des recommandations équilibrées. On essaie de diminuer le nombre de recommandations par an, mais pour en faire des crédibles. La difficulté, c'est quand on fait une recommandation, certaines sont plus compliquées que d'autres à suivre, en particulier pour l'administration, mais c'est celles qui ont le plus de valeur, puisque quand vous faites une recommandation à l'ensemble de la profession ou une recommandation à la limite à l'OMI ou à l'Europe, ça va toucher une population beaucoup plus importante que si vous faites une recommandation à un armateur, voire à un navire qui n'ont pas du tout la même valeur. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Alors ensuite, je vais vous dire juste un petit mot sur un sujet qui m'intéresse, mais qui est très intéressant au titre des analyses après accident, puisque 90% à minima sont liés à des accidents du facteur humain et organisationnel. Et ces facteurs humains et organisationnels, si on regarde bien, le facteur fatigue. Alors, quand on parle de la fatigue, évidemment, ça peut faire rire, mais le facteur fatigue est quand même très important, en particulier au maritime, parce que les personnes restent dans leur milieu de travail dans des conditions qui sont différentes de tous les autres emplois, à l'exception peut-être des cosmonautes et astronautes qui restent sur leur milieu de travail au moment où ils se reposent, et ils restent pendant assez longtemps, mais le maritime a un côté très très particulier. Donc, pour dire quoi, là c'est un petit cycle circadien, donc il s'applique à chacun d'entre nous. Et ce cycle circadien, il dit quoi? Il dit qu'il y a des rythmes qui sont biologiques, contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose, et que il y a des heures à laquelle notre corps se refroidit, des autres à laquelle il se réchauffe, et que on n'est pas tellement fait finalement pour travailler de nuit. Alors il faut bien qu'on travaille de nuit et qu'on s'adapte, mais c'est pas forcément sans conséquence. Et c'est particulièrement vrai donc au maritime quand ça a lieu sur des périodes qui sont assez longues. Donc il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. J'en ai choisi une
qui me semble plus lisible que bien d'autres, parce qu'elle est assez courte et qu'elle a été présentée à l'Organisation maritime internationale. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? C'est que plus vous êtes dans des postes élevés, et plus dans la durée, vous allez vous fatiguer par rapport à des postes subalternes. Donc, plus la responsabilité est élevée, plus vous allez être fatigué et ressentir de la fatigue dans le temps. Donc, si vous prenez un matelot pont, grosso modo, eh bien, après 4 mois d'embarquement, il sera relativement moins fatigué que le commandant ou le second capitaine ou le chef mécanicien. Donc ça, c'est une première des constatations. Une deuxième constatation qui est très, très importante, c'est que dans le temps, il y a une fatigue qui s'accumule. Et cette fatigue qui s'accumule, elle est plus compensée par les rythmes de sommeil du bord. Et il y a un point, alors qu'on voit, vous voyez, il y a une partie de la courbe qui s'augmente de façon brutale à un certain point. Et on n'arrive pas vraiment à déterminer, puisqu'on n'est pas tous faits de la même manière, que les gens n'embarquent pas dans le même état de fatigue. Mais il y a un point où ce niveau de fatigue va augmenter de façon très importante, de façon brutale. Et en quoi c'est lié aux accidents? C'est que quand on regarde les accidents, souvent on regarde les 24 heures ou 48 heures précédentes pour voir si la personne était reposée, mais en fait, ça n'est pas suffisant. Il faudrait remonter sur une période beaucoup plus longue pour voir si de la fatigue a été accumulée. Et c'est très important dans les accidents, dans tout ce qu'on analyse, et quand il y a du facteur humain, et comme 90% des accidents sont liés au facteur humain, on peut dire que c'est en permanence valable, c'est que il y a aussi d'autres analyses qui ont été faites, c'est que quand vous êtes dans un état de fatigue, vous ne réagissez pas de la même façon que vous pourriez réagir dans un état normal. Et non seulement vous ne réagissez pas de la même manière, mais en plus vous n'avez pas conscience du fait que vous êtes dans un état mental affaibli. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, et il y en a une qui est très intéressante qui démontre que on fait faire des tests psychiques à un certain nombre d'étudiants, et ces tests ont abouti à quoi? C'est que après un certain nombre de fatigues, les personnes interrogées considèrent qu'ils étaient totalement aptes. Mais néanmoins, quand ils ont fait les tests, ils ont raté la moitié de leurs tests, des tests du même niveau que ceux qui réalisaient sans être fatigués. C'est-à-dire que non seulement vous êtes moins apte, mais en plus vous n'avez pas conscience. C'est un peu comme le conducteur qui a pris un petit verre et qui croit qu'il est aussi bon, si ce n'est meilleur, mais en fait c'est pas le cas. Voilà donc le petit message que je voulais vous faire passer, et j'en ai terminé. Bon, on a peut-être le temps pour 2 questions supplémentaires. Première chose, vous avez beaucoup parlé pêche, vous avez parlé... Bon, si on parle cargo, les transports de marchandises, il y a beaucoup d'accidents? Il y a beaucoup d'accidents, mais alors les enquêtes pour lesquelles on a fait des enquêtes, c'est des accidents, Dieu merci, compte tenu de notre flotte, qui étaient plus des enquêtes sur des incendies qui n'avaient pas fait de victimes. C'était des enquêtes... Ça, on en a parlé ce matin. Ou collisions. Ça peut être des collisions, puisqu'on avait fait l'enquête du l'Ulysse contre le Virginia, qui s'était rentré dedans au large de la Corse, qui avait fait des images absolument célèbres, où il y avait une perte totale quand même de navires. Donc c'est pas forcément rien, qui était lié au facteur humain en grande partie. Et sur les grands cargos, on a quand même quelques décès. Mais qui sont des accidents du travail. On n'a pas eu, Dieu merci, je touche du bois, mais on n'a pas eu d'accidents dramatiques comme nos voisins. Enfin, nul n'est à l'abri, puisqu'on a une flotte, on a un certain nombre de rouliers à passagers, il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de raison. Mais nous, on a de la chance avec une flotte assez jeune et des marins qui sont très bien formés. Alors, en guise de conclusion, est-ce qu'il y a un conseil ou un message que vous souhaitez faire passer à nos auditeurs et j'ai envie de dire en particulier aux assureurs? Ouais, peut-être même plusieurs, je ne sais pas. La première chose, c'est que les assureurs, nous, c'est d'une certaine manière des partenaires à plus d'un titre, comme je l'ai expliqué rapidement. C'est que les assureurs ont un rôle vraiment fondamental en matière de sécurité. D'ailleurs, juste pour mémoire, on l'oublie, mais c'est grâce à des assureurs que les premières sociétés de classification ont été créées. Et donc finalement les premières règles.
Et je pense que le rôle de l'assureur est vraiment fondamental quand on parle de triangle, enfin, ou de pentacle de la sécurité, ou des acteurs de la sécurité maritime. On cite souvent, enfin moi, dans les schémas que j'ai, on cite très fréquemment l'administration, l'armateur évidemment, les sociétés de classification, et on oublie parfois l'assureur. Puisque l'assureur, à mon avis, a un rôle fondamental, bon, du fait de la prime d'assurance et du fait de l'acceptation ou pas d'assurer. Et en plus, il peut le faire sur des bases qui lui sont propres et peut-être de façon plus réactive que ce que peuvent faire les régulateurs. C'est-à-dire l'administration peut avoir un certain nombre de difficultés pour réguler des évolutions techniques très rapides. Si je prends l'utilisation, par exemple, des petits sous-marins qui deviennent de plus en plus fréquentes en guise d'annexes et yachts à la place d'annexes classiques, voilà, où le régulateur peut avoir un peu de temps, bénéficier d'un peu de temps. Donc, il y a un pouvoir très important. Et puis l'autre sujet, c'est la participation finalement à l'évolution réglementaire. Et je partage l'avis qu'avait émis un de éminents ce matin du intervenant, qui disait qu'il faut participer. Donc à l'OMI, je parle avec recul, puisque j'étais à l'OMI pendant 5 ans pour la représentation française de la France auprès de l'Organisation maritime internationale. Et les assureurs, sans doute, pourraient être beaucoup plus présents du fait d'un certain nombre de données que vous pouvez avoir et d'analyses très fines. Et moi, j'avais été très impressionné, parce que j'avais des relations très, très cordiales avec certains d'entre vous, de voir le nombre de paramètres qui étaient mis en place. Je ne sais plus s'il y en avait 110 ou 120 pour déterminer la prime ou le risque lors d'une traversée. Et ça me semblait très intéressant d'avoir toutes ces données-là, mais qui n'étaient pas forcément à profit. Puisque, par exemple, dans la délégation française, puisque la délégation française intègre des gens de l'administration, mais pas que, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu très souvent, peut-être même jamais, de représentants des assureurs. Et donc voilà, c'est un petit message. Il y a un rôle quand même très fort qui peut être assumé. Et donc, le partage d'expérience et de connaissances me semble vraiment fondamental. C'est plus qu'un appel du pied. J'espère je suis sûre qu'il a été bien entendu. Merci beaucoup, François-Xavier.